Bonjour à tous. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Bruno Guille. On t'avait reçu l'année dernière pour parler de ton livre Communisme. Aujourd'hui on va parler plutôt de géopolitique. Donc je te présente brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore. Je rappelle que tu es diplômé de l'ENS Ulm et de l'ENA. Tu es également titulaire d'un master de philosophie et un master de géopolitique. Tu as fait une carrière de haut fonctionnaire avant d'être limogé en 2008 par la ministre Alliot-Marie pour avoir dénoncé les meurtres de l'armée israélienne. Et aujourd'hui, tu es professeur et chercheur en philosophie en philosophie politique, ainsi qu'analyste géopolitique. Je rappelle que tu as notamment publié aux éditions d'Elga Chronique de l'impérialisme en 2017 et La fable du libéralisme qui sauve le monde en 2019. Alors aujourd'hui, nous aimerions étudier avec toi l'affrontement global entre l'Occident otanisé, d'un côté, et la coalition montante des nations souveraines, notamment les BRICS, de l'autre. Alors, ce 1er janvier 2024, donc après le 15e sommet des BRICS qui a eu lieu cet été, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie et l'Iran ont rejoint ce bloc des BRICS, dans un groupe qui s'appelle maintenant les BRICS+. En revanche, l'Argentine donc, a renoncé à adhérer suite à l'élection de Milei à sa tête. Et donc avec ce dernier élargissement, les BRICS+ représentent 31,5% du PIB mondial, donc en parité de pouvoir d'achat, soit plus que celui des pays du G7 dorénavant. Par ailleurs, avec le développement très rapide de la Chine, donc depuis on va dire 2-3 décennies, même si les bases avaient été jetées avant, avec le projet titanesque des nouvelles routes de la soie, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, et aussi avec l'affirmation diplomatique de la Chine, on voit qu'il y a des bouleversements géopolitiques immenses qui s'opèrent en ce moment. On a eu aussi donc, la guerre en Ukraine donc, qui a accéléré les choses, notamment un rapprochement Russie-Chine qui est assez inédit et qui marque vraiment une rupture avec une différence très importante avec la rupture sino-soviétique qu'on avait observée pendant la guerre froide. Et donc on observe aussi donc, à noter que les BRICS+ incluent l'Iran et l'Arabie Saoudite, ce qui est important à noter. Donc avec tout ça, on a l'impression que l'histoire s'accélère et qu'on est en train d'assister à un basculement de l'ordre mondial. Alors est-ce que tu penses qu'on assiste à la fin de la domination par l'Occident sur le monde depuis plus de 400 ans ? Oui, je pense que c'est la tendance lourde à laquelle nous assistons depuis quelque temps déjà, après que les États-Unis aient connu ce moment d'euphorie quelque peu illusoire, qu'on a appelé le moment unipolaire, après l'effondrement de l'Union soviétique en 1991, où Washington s'imaginait qu'il allait instaurer une hégémonie durable sur l'ensemble du monde, parce qu'en fait, la caractéristique de l'impérialisme dont le centre névralgique se situe à Washington, c'est quand même de vouloir plier l'ensemble de la planète à des règles qu'il a lui-même définies, et tout ça parce que c'est la logique du capitalisme supranational qui domine encore aujourd'hui une grande partie du monde, maximiser les profits, accumuler les surprofits même, au détriment des pays qui aspirent à se développer et à suivre une voie originale vers quelque chose d'autre, quelque chose qui corresponde davantage à leurs caractéristiques anthropologiques, historiques et autres. Donc il y a, je pense, quelque chose qui se joue, en ce moment, qui est le résultat d'une tendance lourde, une tendance profonde, avec une accentuation d'un certain nombre de contradictions, dont les conflits actuels, notamment en Israël-Palestine et en Ukraine-Russie, pour simplifier, sont l'expression. J'ajouterai un troisième foyer de tension qui est très important à mon avis, et pas seulement parce que Xi Jinping y a fait allusion lors de ses vœux de Nouvel An, c'est la question de Taïwan, dont on va beaucoup reparler, je pense, dans les années à venir. Okay. La dédollarisation du monde est à l'ordre du jour, mais les États-Unis possèdent toujours une supériorité militaire écrasante, et ils sont toujours suivis par les pays de l'Union européenne, de l'OTAN, ainsi que par ses alliés dans le Pacifique, donc le Japon, la Corée du Sud ou l'Australie. Alors dans ce piège de Thucydide, qui voit une puissance décliner et qui essaie de lutter contre l'ascension d'une autre grande puissance,
quelle pourrait être la réaction de l'impérialisme états-unien, donc qui, comme tu le disais, est le centre du capitalisme mondialisé. Oui. Alors tu as raison de citer l'analyse que fait Graham Allison, qui a été conseiller de la plupart des présidents américains depuis une vingtaine d'années, et qui dit qu'effectivement le déclin des États-Unis, coïncidant avec la montée en puissance de la Chine, il y a un risque de guerre. Bon. Alors, il conclut son livre d'ailleurs en disant que le risque d'affrontement militaire existe, mais il reste contenu par la perception qu'ont les acteurs du danger considérable que représenterait un affrontement militaire, parce qu'il pourrait même aboutir à une destruction mutuelle, s'agissant de deux puissances nucléaires de premier plan. Il explique que sur le plan économique, la Chine a déjà gagné. C'est pas moi qui le dis, c'est lui, hein, Graham Allison. Il dit sur le plan économique, de toute façon, les Chinois sont déjà passés devant. Quand on sait que les Chinois produisent 12 fois plus d'acier, par exemple, que les Américains, ça donne à réfléchir. Enfin, tous les indicateurs sont là, quand même, qui montrent que le centre de gravité de l'économie mondiale, de l'économie productive, de l'économie réelle, s'est déplacé, ou est en cours de déplacement, en tout cas, des États-Unis, clairement, vers la Chine. Et il conclut en disant que le seul sujet sur lequel on peut marquer des points face à la Chine, et en quelque sorte lui tailler des croupières, c'est sur le plan idéologique. Ce qui est très original finalement, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on peut orchestrer une campagne permanente contre la Chine qui vise à la discréditer du point de vue des droits de l'homme. Et c'est pourquoi les Américains s'ingèrent systématiquement dans ces affaires intérieures chinoises, que sont Hong Kong, le Xinjiang, le Tibet, sans parler de Taïwan. Mais je pense que, en même temps, c'est un discours qui est tenu auprès du public américain, parce que, franchement, les Chinois, ça leur parle pas, ça. Ils savent très bien que ces questions sont des questions intérieures chinoises et que le gouvernement chinois, en fait, a une politique qui vise à préserver les intérêts nationaux de la Chine. Donc, l'Occident se fait plaisir, en fait, en tenant ce genre de discours, mais ça patine, quoi, ça tourne à vide. En réalité, le mouvement de fond des rapports de force mondiaux, en fait, il n'est pas du tout en faveur du monde occidental, de ce que Poutine appelle l'Occident global. Il est en faveur du Sud global, dont la Chine aujourd'hui est le chef de file. Et ça, en Occident, on a du mal à l'admettre, que la Chine soit devenue aujourd'hui le chef de file de toutes les nations souveraines de l'Est et du Sud qui veulent poursuivre une voie originale vers le développement. Et d'ailleurs, donc, l'impérialisme américain, pour maintenir sa domination, donc, il avait causé notamment les guerres en Afghanistan, en Irak ou en Libye. Est-ce que tu penses que la guerre en Syrie a constitué un tournant dans ce basculement mondial? Oui, ça tourne. La Syrie, c'était le dernier domino qu'il fallait faire sauter dans le Moyen-Orient, conformément au plan Wolfowitz, défini dans les années 90 par les néoconservateurs américains, et qui visait en fait à déstabiliser ou à anéantir tout simplement tous les États souverains du Moyen-Orient qui s'opposaient à l'hégémonisme américano-israélien. Bon. Alors ça a fonctionné malheureusement pour l'Irak, en grande partie pour le Soudan, pour la Libye, mais la Syrie a constitué une sorte de butoir sur lequel le bellicisme occidental s'est un peu cassé les dents. Alors, en utilisant massivement effectivement les proxys, c'est-à-dire les hordes de fanatiques du djihad global, qui se sont fait laminer en fait par l'appareil militaire syrien appuyé par la Russie, ce qui montre aussi la solidité de l'État syrien, malgré les difficultés énormes qu'a rencontré ce pays, malgré l'offensive internationale sans précédent qu'il a subie, par djihadistes interposés, l'État syrien a tenu. Ça, c'est une défaite. C'est une défaite pour l'impérialisme occidental sous hégémonie américaine, clairement. C'est le premier butoir sur lequel, en fait, cet impérialisme s'est cassé les dents. Je pense qu'il y en aura d'autres. Notamment aujourd'hui, là on a la guerre en Ukraine, notamment qui est un nouveau conflit chaud là depuis 2022. Donc suite à ce conflit, donc on assiste à des préparatifs de guerre de plus importants. Enfin déjà avant, mais je veux dire ça s'accélère, notamment avec l'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN. On voit aussi le réarmement important de l'Allemagne, du Japon ou de la Corée du Sud. Par ailleurs, les États-Unis continuent avec leur blocus au Venezuela, en Syrie ou en Iran, par exemple. Et on assiste aussi à des tensions croissantes donc, dans la péninsule de Corée ou à Taïwan, comme tu le disais. Il y a des guerres locales donc, en Ukraine, en Palestine, etc. Donc on a un peu l'impression qu'il y a plusieurs fronts qui se mettent en place à différents points du globe.
Donc j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces différents fronts, et peut-être d'abord le principal, la guerre en Ukraine, donc, qui continue aujourd'hui. Est-ce que cette guerre, pour toi, c'est un échec de l'OTAN au point où on en est actuellement, ou est-ce que c'est un nouvel Afghanistan? Je ne sais pas si on pouvait avoir des doutes il y a 2 ans. Quant à l'issue du conflit, je crois qu'aujourd'hui, on n'en a plus guère. C'est-à-dire que quand même les signes maintenant se multiplient, en provenance d'outre-Atlantique, tout simplement, notamment à travers ce qui fuite des instances dirigeantes dans la presse, etc., sur les réseaux sociaux. Il y a quand même un certain nombre d'éléments là qui inclinent à penser que les États-Unis sont en train de préparer le lâchage, en fait, de l'Ukraine, ou en tout cas du régime de Kiev actuel. Bon. Parce que au bout de 2 ans, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 ans, les Ukrainiens se retrouvent en position défensive après l'échec de leur contre-offensive, et que l'appareil militaro-industriel russe a démontré son efficacité. Les Russes ayant joué en fait jouer la montre, c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils ont des réserves, ils ont un appareil industriel qui a parfaitement bien résisté aux sanctions qui leur ont été infligées. Il faut rappeler quand même que la Russie est le pays qui a été le plus sanctionné dans l'histoire de l'humanité, parce que je crois qu'on en est à 14 000 sanctions infligées à la Russie, et malgré cela, elle va avoir un taux de croissance, je crois, pour 2023 qui est estimé à 2,5%. Je crois que les perspectives pour 2024 sont encore plus intéressantes. Donc c'est un échec total, parce que le but pour les Américains n'était pas, à mon avis, de permettre aux Ukrainiens de reconquérir la totalité des territoires conquis par la Russie, ou reconquis, ça dépend du point de vue duquel on se place, puisqu'il s'agit de territoires peuplés par des Russes quand même, il faut le rappeler. C'était d'affaiblir la Russie, c'est-à-dire de créer une sorte d'abcès de fixation, de bourbier à la vietnamienne en quelque sorte, qui affaiblissent durablement la Russie. Et notamment sur le plan économique. On se rappelle la déclaration fracassante de Bruno Le Maire disant on va ruiner l'économie russe. Tout cela, aujourd'hui, se présente comme un vaste fiasco. Enfin, il n'y a personne aujourd'hui qui conteste que la politique occidentale visant à ruiner la Russie a échoué. Bon. Sur le plan militaire, d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les Russes sont passés à l'offensive. Et dans l'année qui vient, je pense qu'on va voir probablement l'effondrement de l'Ukraine. Bon, voilà. Donc de ce côté-là, je dirais, un peu vulgairement, c'est plié. C'est plié. L'Occident global, sous hégémonie américaine, a tenté le coup. Il a voulu ouvrir un nouveau front contre ceux qui s'opposent à son hégémonie. Ça a fait beaucoup de dégâts, notamment auprès du peuple ukrainien, qui est la principale victime de cette tragédie, et c'est raté. Voilà. De même que l'Irak, c'est raté, l'Afghanistan, c'est raté, le Vietnam, c'était raté. C'est-à-dire qu'en fait, l'Occident global, les États-Unis, qui dirigent l'impérialisme mondial, vont de guerre en guerre et de défaite en défaite. Mais en réalité, ils sont persuadés que, même s'il y a défaite d'un acteur local, finalement, ils sont gagnants parce qu'ils ont un peu affaibli l'adversaire. Sauf que c'est de moins en moins le cas. Parce que tous les pays qu'ils ont mis à mal, à un moment donné, ils se redressent, ils résistent, et on voit bien que la Russie, enfin, s'attaquer à la Russie quand même aujourd'hui, c'était quand même, c'était osé. Parce que affaiblir un pays comme l'Irak ou la Libye, c'est dans les moyens dont disposent les États-Unis, mais affaiblir la Russie, on voit bien que c'est impossible. Donc là, c'est un échec. Voilà. Et il y en aura d'autres. Bon, la Russie, c'est un front qui existe depuis longtemps, puisque depuis près d'un siècle, les États-Unis cherchent à diviser, à affaiblir la Russie et à s'emparer de ses richesses, notamment. On l'a vu notamment avec toutes les révolutions de couleurs qu'il y a pu y avoir depuis les années 90. Donc là, sur ce plan, effectivement, comme tu l'expliques, c'est un échec pour l'impérialisme américain. On va voir comment ça se passe, si l'Ukraine va être divisée en deux. Ça, pour l'instant, je pense qu'on ne peut pas vraiment savoir. Mais du coup, ce que ça a entraîné, cette guerre, c'est un rapprochement encore plus poussé entre la Russie et la Chine, ouais. Ce que critiquent d'ailleurs certains géopolitistes américains. Et donc, ce qui a démarré sous Obama, donc le pivot vers l'Asie, c'est vraiment l'objectif pour les États-Unis d'essayer de contenir au maximum l'expansion chinoise. Donc ça, c'est un autre front très chaud. Est-ce que ce front asiatique et pacifique, notamment avec le renforcement de la marine et des bases américaines en Asie, est pour toi le prochain point chaud après l'Ukraine? Je pense que c'est déjà un point chaud,
C'est-à-dire que la confrontation, même si elle n'est pas directe, même si elle n'est pas aujourd'hui militaire, hein, sur le champ de bataille, elle exerce pleinement ses effets, puisqu'il y a très clairement une course aux armements entre la Chine et les États-Unis depuis au moins une bonne décennie. Il faut voir la progression du budget militaire chinois tout de même, hein. Alors ce n'était pas leur priorité pendant la période où l'économie chinoise était dans une phase de transition, dans les années 90 notamment, avec le fameux profil bas adopté par Deng Xiaoping, qui disait bon, la priorité c'est quand même de capter des capitaux et des technologies pour développer notre économie et pas de rivaliser avec la superpuissance américaine. Aujourd'hui, je dirais, les données du problème sont complètement différentes. D'abord, la Chine, depuis 2014, est la première économie mondiale en PIB calculé en parité de pouvoir d'achat. C'est quand même intéressant. Et puis, elle a une puissance industrielle très supérieure à celle des États-Unis. Elle a une industrie de l'armement. Les Russes ont beaucoup aidé la Chine, d'ailleurs, à adopter certaines technologies. Je pense en particulier aux missiles hypersoniques anti-navires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Chine est capable de torpiller un porte-avions avec un missile. Les Américains devraient y réfléchir. Et c'est vrai qu'il y a dans les milieux militaires américains, d'ailleurs, beaucoup d'inquiétudes, hein, qui transpirent à travers un certain nombre de publications sur la montée en puissance militaire de la Chine, y compris dans sa dimension nucléaire. Bon. Ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis, il y a, comme tu l'as dit, cette espèce de nouveau cauchemar rouge que constitue pour l'impérialisme l'alliance sino-russe. Même si officiellement, ce n'est pas une alliance. Il n'y a pas de traité instaurant une alliance militaire entre les deux pays. On voit bien qu'ils sont suffisamment en phase sur le plan politique pour qu'on puisse supposer qu'y compris sur le plan militaire, la coopération entre les deux pays est très forte. Alors ça, c'est un cauchemar. C'est ce que Kissinger avait tenté d'éviter lors de sa politique de détente avec un certain succès à l'époque, parce que l'antagonisme entre l'URSS et la Chine populaire était important. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. La Chine et la Russie ont des intérêts communs. Ils ont une politique très active de coopération bilatérale qui est élargie à travers les BRICS et l'OCS, hein, l'organisme de coopération de Shanghai, à quantité d'autres pays. Et donc, de ce point de vue-là, la stratégie occidentale se heurte encore une fois à un obstacle de taille. Hein, c'est cette convergence sino-russe. Donc, les perspectives sont assez peu reluisantes en réalité pour l'impérialisme aujourd'hui, hein, notamment en raison effectivement de cette alliance sino-russe et de la montée en puissance de la Chine, parce qu'il est quand même intéressant de constater qu'aujourd'hui, je dirais la principale base stratégique finalement, la principale forteresse de cette vaste coalition des nations souveraines qui est en train de se constituer à l'échelle planétaire, c'est ce pays, la Chine, d'1,4 milliard d'habitants, dirigé par un parti communiste, et qui a réussi en 70 ans un prodigieux développement interne, avec aujourd'hui, je dirais, un rayonnement à l'extérieur qui est en train de bouleverser complètement les équilibres mondiaux. D'où la frayeur hein, des Occidentaux, attachés à leurs privilèges et à leur hégémonisme déclinant, effrayés à l'idée de voir ce pays communiste d'1,5 milliard d'habitants leur damer le pion sur tous les plans, économiques, technologiques, diplomatiques. Il n'y a qu'à voir par exemple aujourd'hui l'influence de la Chine au Moyen-Orient, alors même que les États-Unis, qui ont collé à la stratégie démentielle et suicidaire de Netanyahou, sont en train de perdre le peu de crédit qui leur restait. Oui, on voit que la Chine a eu un rôle diplomatique important, elle appelle notamment au cessez-le-feu en Palestine. Absolument. En quoi le conflit israélo-palestinien s'inscrit dans cet affrontement global ? Alors, le conflit israélo-palestinien, évidemment, il faut le rappeler, est un conflit qui est d'origine impérialiste, puisque c'est l'Empire britannique déclinant qui a créé le problème. En fait, la déclaration Balfour est l'acte de naissance du problème israélo-palestinien, de cette espèce de rapt territorial qu'a constitué l'implantation sioniste au détriment des Palestiniens. Bon, on aurait pu imaginer à un moment donné, certains intellectuels juifs éclairés comme Martin Buber avaient imaginé une coexistence judéo-arabe, harmonieuse, fondée sur un partage, etc. Mais on voit bien que ce n'est pas ce qui s'est passé, parce que la logique interne du sionisme, elle est une logique coloniale. Donc en fait, le sionisme ayant poursuivi la réalisation de son projet, finalement, de
rendre la Palestine aussi juive que l'Angleterre est anglaise, comme disait Chaim Weizmann à Versailles en 1919, lorsqu'il est reçu par les vainqueurs de la Première Guerre mondiale. Voilà, avec évidemment, à partir des années 60, l'investissement de la puissance, de la superpuissance américaine au Moyen-Orient par le truchement d'Israël. Donc c'est la convergence de la logique coloniale prédatrice du projet sioniste et des visées impérialistes américaines au Moyen-Orient qui a accouché en fait du drame actuel, au détriment de ce peuple palestinien bafoué dans ses droits les plus élémentaires et soumis à l'humiliation permanente d'une occupation, d'une colonisation qui sont dramatiques quoi, pour ces populations. Donc, que le conflit aujourd'hui rebondisse est dans la logique des choses, puisque tant que la décolonisation de la Palestine n'est pas achevée, le conflit va se poursuivre. C'est un conflit de type colonial, c'est-à-dire il s'agit pour les Palestiniens d'aller, de lutter contre une occupation, une colonisation, et donc d'aller dans le sens de leur libération nationale. Toute analyse de ce conflit qui ne part pas du principe qu'il s'agit d'un conflit colonial dans lequel le peuple palestinien poursuit sa libération nationale, à mon avis, est erronée. Les conflits de type les analyses de type civilisationnel, où on nous explique que c'est la lutte entre l'Occident civilisé et l'islamisme, le terrorisme islamiste, tout ça, ça n'a aucun sens. Khaled Meshal, qui est un des fondateurs du Hamas, disait un jour, vous savez, nous, si les Arabes musulmans nous opprimaient comme le font les Israéliens, on les combattrait exactement de la même façon. Enfin, si les Palestiniens étaient témoins de Jéhovah et les Israéliens catholiques ou orthodoxes, le problème se poserait dans les mêmes termes en réalité. Voilà. Et ça, c'est vrai qu'on aimerait le lire plus souvent dans les analyses qui sont faites, où une espèce d'écran de fumée est jeté devant l'opinion mondiale, occidentale en particulier, consistant à dire « là, regardez, c'est l'islamisme ». Il est frappant de voir, par exemple, dans tous les articles qui sont écrits dans la presse française sur ce conflit, on dit « le mouvement islamiste palestinien Hamas ». D'abord, il n'y a pas que le Hamas qui participe à ce conflit, il y a 5 organisations, dont le FPLP, qui est marxiste, et qui a une influence non négligeable, y compris dans la bande de Gaza. Et donc, c'est pas la question. La question, c'est impérialisme contre anti-impérialisme. Et le sionisme est une variante, en fait, de l'impérialisme occidental. Et dans ce conflit global entre l'impérialisme otanien et les autres nations qui résistent, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'Iran et de l'Arabie Saoudite, deux grands pays, l'Iran qui maintenant fait partie des BRICS+, comme on le disait, qui soutient notamment la Palestine, et l'Arabie Saoudite, qui est un allié historique des États-Unis, mais qui, ces dernières années, s'est rapproché de la Chine, et qui vient d'entrer dans les BRICS. Donc, oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, alors dans le cas de l'Arabie Saoudite, c'est intéressant, parce qu'en fait, c'est un pays qui était tout à fait dans l'orbite des États-Unis, qui aujourd'hui prend beaucoup de distance. Alors, de deux points de vue, d'abord, les fameux accords d'Abraham que les Américains avaient parrainés visant à normaliser les relations entre Israël et l'Arabie Saoudite, aujourd'hui, ces accords, ils sont à la poubelle, clairement. Le drame de Gaza a torpillé la stratégie américaine dans ce domaine. Puis il y a un deuxième aspect, à mon avis, c'est que, effectivement, l'antagonisme avec l'Iran, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un solde pour tout compte, mais enfin, il est quand même fortement atténué. Et là, c'est un succès de la diplomatie chinoise. Parce que les Chinois avaient intérêt, en fait, à faire des affaires, je dirais, au bon sens du terme, aussi bien avec les Iraniens qu'avec les Saoudiens. Et mettre fin à cette confrontation, qui pour eux n'a pas grand sens, était une priorité. Donc je pense qu'ils ont pesé très fort dans la balance pour aboutir à cette réconciliation, quand même, qui est significative, puisque pour la première fois, les Iraniens, depuis 8 ans, je crois, les fidèles iraniens pourront aller à la Mecque, faire le Hajj, etc. Donc c'est quand même important dans le monde islamique en général, cette affaire-là. Et surtout, aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, évidemment, je dirais, les opinions iraniennes et saoudiennes sont alignées en quelque sorte sur la même perception des choses. Donc c'est un succès, je dirais, quelque part pour les Palestiniens, parce qu'ils ont arraché quelque part les Saoudiens des griffes des Américains, d'une certaine façon, sur le plan diplomatique, et puis c'est un succès pour les Chinois. Mais les grands perdants de l'affaire, ce sont les Américains et les Israéliens, qui sont détestés de tout le monde aujourd'hui. Et à juste titre, compte tenu de la politique et celle de Netanyahou. Voilà. Oui, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, mais cette politique qui est, on peut le dire, génocidaire à l'heure actuelle, au vu de ce qui se passe en Palestine,
Et on voit que Biden a essayé un petit peu de se démarquer de ce que fait l'État israélien, notamment en vue des élections américaines de novembre prochain. Est-ce que tu penses que les élections américaines à venir vont jouer un rôle important sur l'affrontement? Est-ce que les États-Unis vont plutôt s'attaquer à la Russie, à la Chine dans les prochaines années? Ou est-ce que tu penses que ça n'aura pas tellement d'effet sur leur stratégie internationale? Je pense que la stratégie de Washington va être tirée à U et à dia par tous les conflits qu'ils ont eux-mêmes provoqués et qui arrivent aujourd'hui, pour certains d'entre eux, à un degré de maturation suffisant pour que les Américains soient contraints de faire des choix douloureux. On le voit bien aujourd'hui, par exemple, dans l'espèce d'équilibre qu'ils essaient de maintenir entre l'aide à Israël et l'aide à l'Ukraine. Ça va devenir compliqué. Si demain, un conflit ou une forte tension apparaît, et elle est déjà là, à fleur de peau, du côté de Taïwan, ça va être très compliqué aussi. Il y a la situation aussi des deux Corées. La Corée du Nord a fait des déclarations quand même assez incendiaires dernièrement. Bon, parce qu'il y a des exercices militaires entre les Japonais, les Coréens, les Américains, pas loin de ses côtes, et qu'il y a manifestement une provocation qui est faite. Donc ça va être très compliqué. D'autant que la situation à Gaza étant ce qu'elle est, c'est-à-dire effectivement une politique qui est une politique génocidaire, d'ailleurs certains dirigeants israéliens l'ont eux-mêmes dit, il s'agit de faire passer la population de 2 millions, 400 000 en réalité, à 100 000 ou 200 000, ça veut clairement dire qu'on veut éliminer la population palestinienne, ce qui est une abomination sur le plan éthique, politique et géopolitique. Enfin, c'est absolument inconcevable ce qui se passe. Et les souffrances infligées à la population civile palestinienne sont en train de faire d'Israël, plus que jamais, un véritable paria sur le plan international. Il n'y a qu'à voir les votes à l'Assemblée générale de l'ONU, où 153 pays, dernièrement, ont voté l'appel à un cessez-le-feu immédiat. Seul Israël, les États-Unis, 2 ou 3 micro-États votant contre, et un certain nombre de lâches préférant s'abstenir. Mais aujourd'hui, l'axe américano-israélien n'a même plus l'apparence de la force, je dirais. Parce qu'on pourrait penser que militairement, il domine ses adversaires, mais ce n'est pas le cas. La situation à Gaza n'est pas particulièrement brillante pour l'armée israélienne. Il y a un certain nombre de morts, de blessés côté israélien, beaucoup de matériel qui a été envoyé à la casse. C'est une guérilla dans un milieu urbain dévasté, où dans les décombres de Gaza ravagés par les bombardements israéliens, les combattants palestiniens se battent avec héroïsme contre l'armée d'occupation. Et le Hamas et les mouvements palestiniens armés aujourd'hui ne sont pas vaincus. Et ce n'est pas en tuant massivement des civils qu'Israël va gagner la guerre. Ça, c'est une illusion complète. Les Israéliens, enfin les dirigeants israéliens actuels, je ne parle pas de la population israélienne qui est beaucoup plus partagée, heureusement, vivent dans un monde imaginaire. Ils croient qu'ils vont gagner la guerre en tuant le maximum de civils, et en offrant au reste du monde, comme seule perspective d'issue à ce conflit, que l'expulsion de 2 millions de Palestiniens de ce qui reste de leur terre natale. Ça n'a aucun sens. D'autant qu'avec l'assassinat d'un dirigeant du Hamas à Beyrouth, les Israéliens ont délibérément mis le Hezbollah dans la boucle. Alors il y avait déjà des échanges de tirs importants à la frontière, mais là je pense qu'on va franchir un cap supplémentaire. Hassan Nasrallah a fait un discours hier où il dit que l'assassinat de ce dirigeant du Hamas à Beyrouth, donc dans le fief du Hezbollah, ne restera pas impuni. Donc les Israéliens et les Américains avec eux contribuent finalement, de manière totalement absurde et suicidaire, à l'internationalisation, à la régionalisation d'un conflit qui est sans issue. Sans issue ni sur le plan politique, ni sur le plan militaire. C'est perdu d'avance. Si on ajoute les exploits des Houthis qui ont réussi à neutraliser le commerce international du côté du golfe d'Aden, enfin on a un tableau quand même de la situation qui est extrêmement inquiétant du point de vue des Américains et des Israéliens, qui sont aujourd'hui unis, enfin qui se sont eux-mêmes jetés dans la même nasse. Alors on voit bien que Biden essaie quand même de sortir de ce piège en faisant des déclarations critiques à l'égard de la politique de Netanyahou, mais en même temps il fournit les bombes et les obus. Donc cette hypocrisie quand même est étalée aujourd'hui à la face du monde. Et l'élection de Biden, effectivement, s'annonce sous un jour assez peu prometteur de ce point de vue-là. Juste pour revenir sur ce qu'a fait le Yémen, peut-être que tout le monde n'est pas très au courant, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Le mouvement Ansarullah, c'est-à-dire en fait ce qu'on appelle les Houthis, du nom de leur principal dirigeant, qui occupent l'essentiel du Yémen, qui sont la principale force politique et militaire du Yémen aujourd'hui, voilà, de fait.
Ils contrôlent notamment la capitale Sanaa, où s'est déroulée une manifestation massive, gigantesque, en faveur de la Palestine il y a encore quelques jours. Les Houthis, en fait, ont une politique qui est très simple. Ils disent tous les bateaux qui transitent vers Israël ou qui ont un lien avec Israël ne passeront pas en mer Rouge. Nous interdisons le passage de ces bateaux. Donc ils les canardent à coups de missiles et de drones. Il y a eu, à ma connaissance, aucun bateau qui a été coulé. Certains ont été touchés, mais ça a eu pour effet, qui était l'effet recherché par les Houthis, c'est-à-dire que les grandes compagnies de navigation maritime ont décidé de ne plus emprunter la mer Rouge pour faire transiter les marchandises. Donc voilà. Donc il doit faire le tour par Bonne-Espérance. Par le cap de Bonne-Espérance, qui renchérit les coûts. Il y a une sorte de crise économique, en fait, liée à cette perturbation du commerce maritime mondial, qui est une conséquence du conflit israélo-palestinien. Les Houthis ont eu l'intelligence, sans tuer grand monde, puisque je crois que les seules victimes pour l'instant sont des combattants Houthis, de prendre à la gorge en quelque sorte l'Occident global, en lui disant tant que vous soutenez le génocide en cours à Gaza, nous on vous tape dans le portefeuille. Voilà. Et comment ont réagi les Américains suite à ça? Les Américains ont réagi en disant qu'ils allaient faire une grande coalition qu'ils ont appelée les gardiens de la prospérité, défendre la prospérité. Prospérité de qui, de quoi, on imagine. Et c'est un échec complet, puisqu'en fait, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ce qu'ils pourraient faire, mais ce qui enclencherait alors une aggravation du conflit, ça serait attaquer les Houthis sur le sol yéménite. Mais les Houthis, depuis 2015, ils combattaient l'armée saoudienne puissamment alimentée par les Occidentaux, et c'est pas les Saoudiens qui ont gagné. Donc les Américains se rendent compte qu'en fait, ils ne pourront pas faire grand-chose. On ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui viennent, mais enfin, pour l'instant, c'est plutôt un succès pour les Houthis. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient à moindre coût. Et ça exerce une pression sur le monde occidental dans son soutien à Gaza. Si on traverse la mer Rouge, on arrive au front africain. Ouais. Donc la situation en Afrique vis-à-vis de la Chine et de la Russie semble assez symptomatique de ce basculement géopolitique. Qu'est-ce que tu en penses de ce qui se passe en Afrique subsaharienne notamment? Moi, je pense qu'en Afrique, on assiste à quelque chose quand même qui est intéressant, c'est le démantèlement de la fameuse France-Afrique. C'est-à-dire tout l'appareil militaro-commercialo-médiatique installé par les Français depuis des décennies, qui visait en fait à vassaliser un certain nombre d'États africains pour en exploiter les ressources et les maintenir sur le plan stratégique dans la ligne qui est celle de l'Occident global. Tout ça est en train de s'effondrer. Bon. Il y a eu le Mali, mais le Mali a une vieille tradition révolutionnaire, il ne faut pas l'oublier. Et ça, c'est pas un hasard si ça a commencé au Mali. Il y a eu le Niger, on l'a vu, Burkina Faso, ça s'agite aussi au Tchad. Bon, il y avait déjà la République centrafricaine qui avait montré qu'elle n'était plus tout à fait dans la ligne. Tous ces pays, en fait, rompent avec la France-Afrique et se rapprochent de la Chine et de la Russie. Notamment de la Russie sur le plan sécuritaire, parce que en Afrique, l'offre chinoise, elle est essentiellement économique. Vos richesses naturelles nous intéressent. En contrepartie, on modernise vos infrastructures, on vous apporte du savoir-faire, des capitaux, on crée des parcs industriels, des lignes de chemin de fer, des établissements scolaires, des centrales électriques, etc. Bon, ce qui est quand même intéressant, si demain les Chinois veulent commercer avec un continent africain développé. En fait, ce que disent les Chinois, c'est on a intérêt à favoriser le développement de nos partenaires, parce que avec des partenaires qui sont en croissance économique, qui ont les infrastructures permettant de se développer, et déjà une sorte d'appareil industriel, ils financent aussi des parcs industriels, on aura des partenaires avec lesquels on pourra créer encore davantage d'opportunités de commerce, de développement, etc. Voilà, ça c'est l'offre chinoise. Alors très critiquée en Occident et par certains, parfois en Afrique, parce qu'on l'accuse de faire du néocolonialisme. Mais si le néocolonialisme consiste à créer des infrastructures durable dans le pays partenaire, alors bon, il va falloir revoir nos définitions classiques quand même, il y a un problème là. L'offre russe, elle est différente, c'est une offre sécuritaire. Et les Russes n'ont pas besoin d'importer des matières premières du continent africain, ils en ont suffisamment chez eux. Par contre, ils peuvent offrir mettre à disposition des Africains leur savoir-faire en matière sécuritaire, et notamment militaire. Donc les deux sont complémentaires et contribuent à rendre les pays
partenaires et de la Chine, la Russie, moins dépendants de l'Occident. Donc là aussi, très clairement, la Chine et la Russie piétinent les plates-bandes qui étaient celles, traditionnellement, des anciennes puissances coloniales, y compris des États-Unis d'ailleurs, qui ont aujourd'hui en Afrique une influence finalement assez limitée, par rapport en tout cas à la Chine et à la Russie. Très clair. Par rapport à la relation entre la Chine et les pays d'Afrique, comme tu le dis, donc il y a une relation. Bon, il y a peut-être une inégalité dans l'échange, puisque la Chine est très puissante. Bien sûr. Mais en tout cas, de nombreux pays africains préfèrent travailler avec elle plutôt que d'avoir des prêts du FMI ou de la Banque mondiale. C'est clair, surtout que quand la Chine octroie des prêts, ce sont les banques publiques chinoises qui le font. Ce sont des prêts à des taux intéressants et qui ne sont assortis d'aucune contrepartie sur le plan de la politique économique du pays. C'est le fameux consensus de Pékin qui s'oppose au consensus de Washington. On ne vous demande pas de privatiser vos entreprises publiques, de diminuer les impôts sur les multinationales ou de supprimer les subventions aux produits de première nécessité, comme le FMI l'a exigé de la Tunisie récemment, par exemple. Le président tunisien ayant refusé l'aide du FMI au motif qu'il était assorti de conditions insupportables, conditions inadmissibles. Les Chinois ne le font pas. Ils ont l'intelligence de proposer un partenariat où il y a effectivement une asymétrie entre les partenaires, parce qu'on comprend bien que la Chine, quand elle négocie avec la Tanzanie ou la Gambie, on ne joue pas exactement la même catégorie, mais dans le respect de la souveraineté du pays partenaire. On ne vous demande pas de changer votre politique. Vous avez tel produit, ça nous intéresse. Nous avons, nous, tel savoir-faire. Est-ce que ça vous intéresse? On signe un traité bilatéral et puis voilà. Si vraiment les routes de la soie, l'initiative La Ceinture et la Route, étaient l'instrument d'un néocolonialisme, alors il faudrait considérer que les dirigeants de 153 pays qui ont signé un traité bilatéral avec la Chine sur cette question, sont vraiment dirigés par des gens complètement masochistes ou qui n'ont rien compris au film. C'est invraisemblable. Il peut y avoir ça et là peut-être des petits problèmes et sans doute des appréciations différentes du rôle de la Chine, mais enfin, globalement, la Chine, qui a mis dans la balance quand même depuis 10 ans 1000 milliards de dollars d'apport, pour financer des projets. Il y a 14 000 projets au total, je crois qu'il y en a 3 000 qui sont déjà réalisés. Alors un projet, c'est une centrale électrique, un parc industriel, une ligne de chemin de fer, voilà. Honnêtement, si on considère la chose de manière objective, on peut considérer que c'est une politique, effectivement, de co-développement, menée par un pays qui a aujourd'hui acquis, je dirais, une puissance industrielle lui permettant, effectivement, de rayonner à l'international, sans ingérence dans les affaires intérieures des pays partenaires, sans interventionnisme militaire. Voilà, on est quand même dans une optique très différente de celle qui a été longtemps celle des Occidentaux. C'est sûr. Sur la question de l'Amérique latine, on voit qu'il y a des pays qui continuent de résister, donc comme Cuba, le Nicaragua, le Venezuela ou la Bolivie. On a vu là pendant l'affrontement en Ukraine que de nombreux pays sud-américains et latino-américains n'avaient pas condamné la Russie. Qui comprenaient la réaction de la Russie face à la poussée vers l'Est occidental par Ukraine interposée. Donc ça, c'était intéressant à noter. Il y avait aussi la volonté de faire rentrer l'Argentine dans les BRICS+, ça ne s'est pas fait. Et on a eu aussi le retour de Lula, qui a réintégré les BRICS et qui souhaite s'inscrire pleinement dans le développement de ce groupe. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et est-ce qu'il y a des relations de plus en plus importantes entre les pays d'Amérique du Sud et la Chine, notamment au niveau commercial? Oui. Alors, l'élément le plus intéressant, à mon avis, alors c'est vrai que le retrait de l'Argentine des BRICS marque un recul de ce point de vue-là, et sans doute, d'une certaine façon, une défaite diplomatique pour la Chine, puisque l'Argentine était un partenaire important pour la Chine. La Chine, notamment, devait construire, je ne sais pas si le chantier a déjà démarré, une centrale nucléaire près de Buenos Aires. Voilà, ce qui est intéressant parce que la technologie nucléaire chinoise commence à s'exporter. Alors il y a déjà le cas du Pakistan, et toutes les études montrent que dans 10 ans, la Chine sera numéro 1 dans le domaine du nucléaire civil. Elle aura dépassé les États-Unis et la France. Il y a un élément intéressant, c'est le Brésil. Le partenariat avec le Brésil s'est fortement renforcé, notamment à l'occasion de la visite de Lula
à Pékin dernièrement. Et c'est d'ailleurs depuis Pékin que Lula a dénoncé le rôle hégémonique du dollar, ce qui est quand même intéressant, et annoncé la dédollarisation des échanges entre la Chine et le Brésil. Alors, on a aujourd'hui, effectivement, une dédollarisation des échanges bilatéraux entre la Chine et un certain nombre de pays. Ce n'est pas la dédollarisation de l'économie mondiale, on en est encore loin, mais ça va dans ce sens. Et autre élément intéressant aussi, c'est Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, amie de Lula, qui a été désignée comme présidente de la Banque des BRICS. Alors, si les BRICS, effectivement, se sont dotés d'un instrument financier qui est une sorte de banque mondiale bis, ce n'est pas un hasard. C'est qu'effectivement, pour donner corps à ce que j'ai appelé le consensus de Pékin, c'est-à-dire le partenariat économico-financier sans contrepartie politique quant à la politique menée par le pays partenaire, là, effectivement, les BRICS vont disposer d'un outil permettant de concrétiser un certain nombre de projets. Sachant que les Chinois avaient déjà leur propre banque publique, mais finalement, avec la banque des BRICS, on pourrait dire que la Chine internationalise finalement la stratégie de co-développement qui est la sienne depuis 10 ans maintenant. Ça, c'est intéressant. Avec des moyens qui ne sont pas négligeables. Voilà. Donc le partenariat sino-brésilien est tout à fait prometteur aujourd'hui. Tout à fait prometteur. Bien sûr, il y a des relations privilégiées entre la Chine et Cuba, entre la Chine et le Venezuela, la Chine et la Bolivie, notamment autour d'un certain nombre de produits stratégiques. L'Amérique latine n'est plus l'arrière-cour des États-Unis. Elle l'est de moins en moins, en fait, même s'ils ont encore quelques relais. On voit bien que là, il y a une perte de puissance de l'impérialisme, où la Chine joue son rôle de manière totalement pacifique. Elle n'envoie pas de troupes en Amérique latine. Elle envoie du savoir-faire, des capitaux, et elle entretient des partenariats. Pour revenir du coup à l'affrontement des BRICS avec l'Occident, ce qui est intéressant, notamment dans ce que tu disais, donc on voit que les BRICS, ça regroupe des pays, enfin les BRICS, on va dire, et de manière générale le Sud, regroupe des pays qui ont des politiques fort différentes, ou des orientations politiques et idéologiques qui peuvent être très différentes, notamment entre la Russie, la Chine, l'Inde ou le Brésil. Mais on voit que ce qui regroupe ces pays, c'est donc l'anti-impérialisme, ou en tout cas la volonté d'avoir une politique indépendante vis-à-vis des États-Unis. D'un point de vue marxiste, ce qui semble intéressant, comme tu le disais tout à l'heure sur l'Afrique, c'est que la Chine, notamment avec la nouvelle route de la soie, essaye de développer tout un réseau d'infrastructures, de transport et commercial avec énormément de pays. Est-ce que ça, c'est pas un moyen, enfin, est-ce que de fait, ça développe pas des forces productives au niveau mondial? Est-ce que d'un point de vue marxiste, tu penses pas que c'est un pas vers le développement d'une classe ouvrière mondiale et d'une situation révolutionnaire, ou en tout cas qui pourrait pas être des progrès énormes au niveau mondial, quoi? Oui, moi je pense que la caractéristique majeure de notre temps, de la période actuelle, c'est le déplacement du centre de gravité de l'économie mondiale, de l'ouest vers l'est et du nord vers le sud. Ça, c'est fondamental parce que c'est ce qui est en train de donner corps à un nouvel alignement de la planète, en fait, sur des standards qui ne sont plus les standards du capitalisme prédateur occidental. Quand la Chine signe des accords de partenariat avec des pays dans lesquels elle apporte des capitaux et des savoir-faire en échange de produits, effectivement, ou de matériaux dont elle a besoin, elle contribue à l'industrialisation de pays qui demain seront des partenaires encore plus indépendants, encore plus souverains, puisqu'ils auront, grâce à l'industrialisation et au développement, réuni les conditions matérielles, précisément de la souveraineté et de l'indépendance. C'est bien joli de proclamer son indépendance et sa souveraineté quand on n'a pas l'infrastructure matérielle qui permet de lui donner corps. Donc, ce déplacement de l'économie productive, de l'économie réelle, des forces productives, comme tu l'as dit, en direction des pays du Sud global, est un facteur d'émancipation au plan international. C'est la lutte des classes à l'échelle internationale, en fait, qui est en train de se dérouler, avec l'avènement d'un certain nombre de nations souveraines au stade de développement qui leur permettra de s'émanciper durablement de la tutelle
du capitalisme prédateur et de l'impérialisme mondial. Si on ne fait pas cette analyse, on ne comprend pas l'intérêt qu'ont toute une série de pays dont les caractéristiques anthropologiques, les orientations politiques ou les préférences idéologiques sont extrêmement diverses autour de cette idée. Tous ces pays, en fait, se réunissent autour de l'idée qu'il faut bâtir un monde multipolaire dans lequel chacun poursuit une voie originale vers le développement, qu'elle soit socialiste ou non. Si elle est socialiste, tant mieux. Mais il est quand même intéressant de voir que c'est un pays socialiste, la Chine, première économie mondiale en réalité, si on tient compte de l'économie réelle et productive, qui est le chef de file de ce mouvement. Donc il a fallu le marxisme, la révolution d'octobre, le succès du communisme en Chine, à travers moult péripéties, d'accord, et la transformation en profondeur de ce grand pays socialiste, pour que le mouvement d'émancipation à l'échelle planétaire connaisse un commencement de réussite. C'est-à-dire qu'on s'achemine en réalité vers l'émancipation globale des peuples qui s'arrachent au sous-développement, s'arrachent à la dépendance, et avec un succès croissant, puisqu'on voit aujourd'hui que les taux de croissance d'un certain nombre de pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine sont tout à fait intéressants, malgré une conjoncture qui aujourd'hui n'est pas favorable. Enfin, quand on voit que le Vietnam est l'un des pays dont le taux de croissance aujourd'hui est l'un des plus élevés d'Asie, c'est prometteur. Même l'Inde, même si elle n'a pas fait le choix globalement de la voie socialiste, elle est en train de se développer. Alors elle a des contradictions terribles qu'il faudra résoudre, j'espère dans le sens du socialisme. Mais enfin, la coalition des nations souveraines aujourd'hui, de tous ces pays qui veulent se développer en suivant une voie originale vers le développement, elle est conduite en fait par le plus grand pays socialiste de la planète, dirigé par un parti communiste de 95 millions d'adhérents. On pourra retourner le problème dans tous les sens, on ne pourra pas faire abstraction de cette réalité. Mais malgré du coup ce mouvement d'émancipation de nations souveraines que tu décris, est-ce qu'il n'y a pas néanmoins un risque, donc par exemple les investissements chinois par exemple en Afrique, il me semble qu'il y a quand même des concessions, que tout n'appartient pas aux pays africains dans lesquels ces infrastructures sont construites. Il y a aussi des prêts, donc des dettes envers la Chine. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même potentiel, en tout cas, que ces pays comme la Chine, l'Inde ou la Russie deviennent impérialistes dans les décennies à venir? Le risque de l'entropie de tout phénomène historique, il est permanent. C'est-à-dire, on a bien vu, par exemple, à une certaine époque, l'Union soviétique marquer des points dans le développement interne du pays, connaître un certain rayonnement international, contribuer à l'émancipation des peuples, et puis finalement, tout ce rêve s'est fracassé. Bon, il n'y a aucun antidote infaillible contre la dégénérescence d'un processus d'émancipation. Donc c'est un risque. Agir dans l'histoire, c'est prendre un risque. Voilà. C'est savoir qu'on peut réussir comme on peut échouer. Bon, ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que 653 pays ont signé un traité avec la Chine pour promouvoir un co-développement qui soit respectueux de la souveraineté des uns et des autres, c'est qu'il y a quand même du positif. Alors il peut y avoir des dérives, hein. Et d'ailleurs le gouvernement chinois en est conscient et il a remis à sa place un certain nombre d'acteurs privés. Sur la question de la dette, moi je serais beaucoup moins catégorique parce qu'en fait, la part de la Chine dans la dette des pays en développement est de l'ordre de 10% en réalité, d'après les calculs faits par la Banque mondiale. Si je m'en tiens à des chiffres que j'avais analysés dans un article publié dans, j'en profite pour faire la publicité du magazine des non-alignés, 2A, le magazine des non-alignés, qui est l'ancien Africasie, et donc je suis membre du comité de rédaction. Voilà. Dans l'étude que j'avais faite, à partir de sources chinoises et occidentales, c'était 10%. Bon, ça veut dire que 90% de la dette des pays en développement relève de bailleurs de fonds qui sont des bailleurs de fonds publics ou privés, occidentaux ou japonais. Bon. Si on s'intéresse maintenant à la dette bilatérale, c'est-à-dire d'État à État, effectivement la part de la Chine est plus importante. Elle est notamment en Afrique d'au moins 20%. Parce que les Chinois préfèrent prêter d'État à État, dans la mesure où, comme ce sont des banques publiques chinoises qui interviennent, l'État chinois a la main sur ces processus. Alors que les Occidentaux, ils laissent faire toute une série d'opérateurs privés, notamment les fonds vautours, les banques commerciales et autres, qui en fait cherchent à faire du profit. Ce qui n'est pas le cas de la Chine.
Il n'y a pas, à ma connaissance, de stratégie de surprofit bancaire ou surprofit financier dans la politique de partenariat financier avec les pays en développement qui est celle de la Chine. Il y a une politique par contre de co-développement, oui très clairement, il s'agit de permettre à ces pays de se développer, et évidemment d'importation d'un certain nombre de produits, et notamment de matières premières dont les Chinois ont besoin. Enfin, il n'y a pas tellement de philanthropes sur la planète. Hein. Les Chinois, ils défendent leurs intérêts, et quand ils font du co-développement, c'est bien du co-développement, c'est-à-dire qu'ils y ont aussi un intérêt. Bon, voilà, à mon avis, si on regarde le tableau d'ensemble, on en est là. Et donc, bon, si on revient un petit peu sur ce mouvement global des BRICS contre-hégémonique vis-à-vis de l'impérialisme, on voit que les contradictions s'aiguisent de plus en plus, comme on l'a vu sur les différents fronts qui se constituent. Est-ce que tu penses qu'on va aller vers une nouvelle guerre mondiale ? Difficile à dire parce que... À plus ou moins en réalité, une guerre mondiale, c'est quoi ? C'est une guerre dans laquelle les grandes puissances du temps présent s'affronteraient sur le champ de bataille. C'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Mais il faudrait que... Alors les dirigeants des pays en question aient une perception de la situation qui reviendrait à dire, bon, voilà, nos intérêts fondamentaux, nos intérêts vitaux sont menacés. Or, qui menace les intérêts vitaux de qui, aujourd'hui ? Ben, on peut dire que les États-Unis menacent les intérêts vitaux de la Chine et de la Russie. Parce que les bases militaires américaines, elles sont en proximité des côtes chinoises et des frontières de la Russie, et non l'inverse. Il n'y a pas de base militaire russe et chinoise à Cuba, au Mexique, au Canada. Bon, même si les Russes, je crois, ont obtenu du gouvernement nicaraguayen l'autorisation d'installer un poste militaire. Enfin, on est très loin de ce que font les Américains le long de cet arc de cercle là qui part de la Corée du Sud, passe par le Japon, Okinawa, Taïwan, qui indirectement est une base militaire américaine en fait, indirectement, les Philippines, etc. Si les Chinois et les Russes s'étaient permis à l'égard des États-Unis de faire 10% de ce que les Américains font à l'égard des Russes et des Chinois, on serait déjà en guerre. Ce serait la guerre mondiale et les Américains l'auraient provoquée. Donc, je dirais que heureusement que les Russes et les Chinois ont suffisamment de sagesse, de retenue et une perception rationnelle des enjeux pour ne pas déclencher une guerre mondiale, alors même que leurs intérêts vitaux, quand même, sont quelque peu menacés. Enfin, franchement, que les Américains surarment une île sécessionniste qui est à 160 km des côtes chinoises, en faisant, comme le disait déjà MacArthur dans les années 50, un porte-avions immobile au service de nos intérêts, c'est quand même un casus belli. Or, les Chinois ne font pas la guerre. Et je pense qu'ils ne vont surtout pas s'embarquer dans un conflit de haute intensité avec Taïwan, sauf s'il y a provocation militaire américaine. Là, ils réagiront. Voilà ce que je pense. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'avec la baisse tendancielle du taux de profit, notamment au sein du capitalisme occidental, oui. Il y aura bien un moment donné où un conflit éclatera du côté américain, justement pour empêcher l'émergence de la Chine. Oui. Et comme disait Jaurès, le capitalisme portant lui la guerre comme la nuée porte l'orage, donc il y a ce risque permanent auquel on est exposé. C'est clair que la rapacité des élites économiques américaines est telle que s'ils ont le sentiment que pour préserver leurs intérêts, il faut faire la guerre, ils le feront. Le problème, c'est précisément de savoir si une guerre préserverait leurs intérêts. Alors, des guerres localisées, oui, bien sûr. On voit bien aujourd'hui que la guerre en Ukraine fait le bonheur du complexe militaro-industriel privé américain. Bon. Mais une guerre globale entre grandes puissances, susceptible de déboucher sur un affrontement nucléaire, là, pour le coup, ça leur réduirait considérablement les perspectives de profit, du moins à court et moyen terme, parce que la destruction mutuelle assurée ne procurait de profit à personne. À moins de s'exiler sur une autre planète et de regarder de loin la conflagration mondiale sur la planète Terre, je ne vois pas comment les plus rapaces des capitalistes occidentaux pourraient espérer tirer profit d'une guerre nucléaire entre grandes puissances. Donc je me dis que s'il y a un minimum de rationalité quand même encore à l'œuvre dans ces hautes sphères, on va y réfléchir à deux fois avant de provoquer la catastrophe. Mais on est à l'abri de rien, c'est vrai.
Mais on pourra aussi imaginer un conflit qui ne soit pas forcément nucléaire, mais qui se déroule à d'autres niveaux Ah, bien sûr. militaires. Oui. Et de ce point de vue-là, est-ce que tu penses que la Chine est prête à un conflit militaire avec les États-Unis Actuellement, oui. actuellement? Oui, bien sûr. La Chine, qui a quadruplé son budget militaire, en gros, en 10-15 ans, a aujourd'hui la capacité de faire face à la menace américaine. D'autant que s'il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, elle se déroulera très près du territoire chinois. En réalité, dans cet espace maritime qui se situe, pour simplifier, entre la Corée du Sud et les Philippines. Bon, je ne vois pas d'autre théâtre d'opération qui pourrait opposer les Chinois et les Américains, tout simplement parce que pour les Chinois, là, pour le coup, il s'agit de leurs intérêts vitaux. Bon, il s'agit de l'accès à l'espace maritime, ce soit en mer de Chine orientale ou en mer de Chine méridionale, il s'agit de Taïwan. Donc, il s'agit du vieil antagonisme avec le Japon, toujours pas réglé, visiblement. Mais les Chinois aujourd'hui, avec la technologie du missile hypersonique anti-navire, ont la capacité d'anéantir les forces navales américaines. Alors, ce qui ne serait pas évidemment sans conséquence, avec les représailles massives de part et d'autre, mais bon, d'abord il faut souhaiter que ce ne soit pas le cas, et puis honnêtement, il faudrait vraiment une provocation énorme de la part des États-Unis pour que les Chinois se livrent à cette extrémité. Moi, franchement, j'ai beau analyser de manière lucide, je crois, la capacité des États-Unis à provoquer des guerres, et leur bellicisme congénital, je doute quand même de leur intention, d'abord, de provoquer une guerre de ce type, et du fait qu'ils seraient prêts à en prendre le risque. Je ne crois pas. Ça me paraît quand même tellement énorme que c'est difficile à imaginer. Finalement, ils ont fait beaucoup de guerres, mais en limitant tout de même, à chaque fois, le risque d'en faire les frais directement. Si on regarde le conflit où ils se sont le plus impliqués, laissons de côté la Seconde Guerre mondiale, c'est le conflit du Vietnam. Ils ont envoyé des troupes. Bon, ils ont eu un nombre de morts assez important, mais beaucoup moins que le camp adverse. Et le moment venu, ils se sont retirés, quoi. Voilà. Et puis ça n'a jamais dégénéré en conflit nucléaire. Donc, je pense que ça leur a servi de leçon. Ils préfèrent multiplier les conflits localisés par proxy, en utilisant par exemple un type comme Zelensky, comme ils ont utilisé Van Thieu à l'époque au Vietnam ou d'autres ailleurs, mais s'impliquer eux-mêmes dans un conflit de haute intensité pouvant déboucher sur un affrontement nucléaire, heureusement, je pense, cette perspective est peu probable. Mais je suis peut-être d'un optimisme excessif. Oui, il y a notamment Georges Gastaud qui parle d'exterminisme pour caractériser le capitalisme et qui montre que c'est toujours une possibilité ouverte. C'est une possibilité. Et puis, alors, l'exterminisme peut se décliner ça et là. Enfin, les plus grandes tentatives, réussies d'ailleurs pour certaines, d'extermination de peuples entiers, ont été menées par l'Occident à partir du moment où il a été sous la coupe d'un capitalisme prédateur et dévastateur. C'est clair, bien sûr. Une dernière question que je voulais te poser, d'un point de vue plus révolutionnaire, on va dire. Est-ce que les revers de l'OTAN, donc par exemple auxquels on assiste en Ukraine, a priori, est-ce que ces revers pourraient créer des divisions en son sein, donc notamment avec les pays européens, avec l'Allemagne ou le Japon par exemple, et est-ce que ces divisions au sein de l'Occident est-ce que les révolutionnaires pourraient en tirer parti Alors, idéalement oui. Pratiquement, je constate quand même que les puissances européennes, ce qu'il en reste, sont totalement phagocytées en réalité par l'hégémonisme américain et se sont elles-mêmes privées de toute marge de manœuvre. Enfin, la France étant un bon exemple. La France de De Gaulle, Pompidou, de Chirac, parce que c'est quand même sous ces présidents qu'elle avait encore une certaine autonomie stratégique, qu'elle avait cultivée avec brio même du temps de De Gaulle. Aujourd'hui, enfin, la France de Macron, on voit bien que elle est très loin de tout ça. La France est devenue en fait une province de l'Empire qui s'assume comme telle et qui suit aveuglément la ligne géopolitique de ses maîtres américains. Dans le cas de l'Union européenne, qui est elle-même une espèce d'étouffoir, puisqu'elle repose, par principe, sur le renoncement à ce qui fait la souveraineté d'un pays. Bon, enfin,
que l'armée française soit, en vertu de l'OTAN, enfin, du traité militaire de l'OTAN, sous commandement américain, est quand même hallucinant, quoi. Enfin, alors que nous aurions les moyens d'une autonomie stratégique, je dirais, de bonne aloi, nous sommes d'emblée pliés. Voilà, nous avons baissé les bras et nous sommes devenus un satellite des États-Unis. Les autres pays européens ne sont pas tellement mieux lotis, hein. La Grande-Bretagne, c'est un satellite des États-Unis. On le voit bien dans la façon dont le conflit est mené en Ukraine par les Occidentaux. L'Italie, c'est la même chose. L'Espagne, peut-être un petit peu plus d'autonomie. Mais enfin, c'est le bilan, en fait, de la politique européenne aujourd'hui sur les grands sujets internationaux est quand même assez pitoyable, il faut le dire. Voilà. On voit notamment l'Allemagne qui se tire vraiment une balle dans le pied au niveau industriel avec le conflit ukrainien. Mais l'Allemagne a une politique complètement masochiste, en fait. C'est complètement absurde. Et... Elle est vraiment phagocytée par l'idéologie otanienne. Je crois que le terme adéquat, c'est le phagocytage. L'Europe, qui aurait pu être un espace de relative autonomie stratégique, est complètement dévorée de l'intérieur par l'atlantisme, en fait, qui a gangrené toutes les sphères dirigeantes de l'Europe, en violation d'ailleurs, très souvent, des desiderata exprimés par la population. Puisqu'en fait, si on donnait véritablement la parole aux différents peuples européens, je pense qu'ils exprimeraient un désir d'autonomie conforme à leur tradition historique. Non, c'est une vraie... ce qui montre à quel point aussi la démocratie libérale dont on nous vante les mérites est une véritable foutaise. Puisque en réalité, c'est une oligarchie libérale, une oligarchie capitaliste qui détient les principaux leviers de commande et qui impose au peuple, à qui on ne donne pas la parole, le diktat atlantiste sur tous les sujets. Voilà. Donc on voit bien que libéralisme, ou en tout cas capitalisme et démocratie ne vont pas du tout de pair. Le pire ennemi de la démocratie dans son acception la plus commune, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, c'est le capitalisme, puisqu'il consiste à concentrer le pouvoir économique, le pouvoir de décision dans la sphère matérielle, entre les mains d'une oligarchie bourgeoise, comme disait justement Lénine dans l'impérialisme statut suprême du capitalisme, où il parle d'oligarchie bourgeoise, qui aujourd'hui est l'oligarchie financière mondialisée, qui n'a aucun sens des intérêts nationaux des différents peuples en question, et qui ne vise que l'accumulation de surprofits en violation de la volonté populaire, des intérêts des différents peuples, et cela aussi bien des peuples européens que des peuples du reste du monde. Enfin, ce sera une très bonne conclusion. Voilà. Merci Bruno Guigues, on te souhaite un bon retour à La Réunion, et à très bientôt. Merci, à très bientôt.